Monsieur Abyss, merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants en master et nous faisons partie de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires, des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines qui y sont associées. Elles sont financées du coup par le plan d'investissement d'avenir France 2030 et nous souhaitons vous poser quelques questions relatives à ces sujets-là qui rencontrent justement la filière halieutique et les océans en général. Monsieur Abyss, vous êtes directeur du Club Déméter, chercheur à l'IRIS et chroniqueur pour différents médias. Votre travail met souvent en lumière des liens entre géopolitique, sécurité alimentaire et prospective stratégique. Nous souhaitons élargir un petit peu plus cette réflexion au domaine maritime et halieutique, d'où les petites questions du coup qui vont pouvoir suivre. Comme la première, en quoi la gouvernance de la mer contribue-t-elle ou au contraire fragilise-t-elle la souveraineté alimentaire des États côtiers ? Bon, d'abord, merci de proposer un échange un peu global. Merci de proposer un échange un peu global sur le sujet de la pêche et des produits de la mer, parce qu'en effet, il faut le mettre un peu en perspective dans la situation géopolitique dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire où finalement tout ce qui est relatif à l'océan aujourd'hui est sous les projecteurs pour deux raisons. D'abord le climat, on en parle beaucoup, vu d'Europe, vu de France, mais quand on parle de gouvernance aujourd'hui de la pêche, des produits de la mer, et qu'on parle de la gouvernance de la mer en général, c'est vrai que vu d'Europe, on a mis l'accent sur le climatique, sur l'environnemental, sur la biodiversité marine, sur la gestion des stocks de poissons, mais plus largement, toute cette problématique, et il le faut, parce qu'on sait que l'océan n'a pas toujours été considéré à sa juste valeur stratégique, et on sait que l'océan, c'est le vrai poumon, l'oxygène de la planète, et on a une planète qui est bleue, parce que précisément l'océan est dominant. Ça veut dire qu'il y a un deuxième point qui met aussi l'océan au cœur de l'actualité internationale, c'est que c'est une zone où aujourd'hui le droit est encore faible, la gouvernance est imparfaite, la loi du plus fort domine. Premier arrivé, premier servi la plupart du temps. C'est vrai sur des ressources énergétiques marines, c'est vrai sur des ressources halieutiques. On a des pillages dans l'océan, faute de gouvernance robuste, et nous avons parfois des systèmes qui ont pu progresser ces dernières années parce que le multilatéralisme allait de l'avant, parce qu'on est entré dans le 21e siècle avec l'envie de renforcer la coopération internationale, le dialogue entre les parties prenantes, les nations, les entreprises, la société civile, les ONG, la science, la recherche, les écoles, toutes les générations. Mais malheureusement, la réalité des relations internationales aujourd'hui, c'est que ça se durcit fortement. Un certain nombre d'acteurs, publics ou privés, si vous voulez, fonctionne avec une logique qui nous heurte, nous, Européens et Français. Cette logique, elle est ce qui est à nous, ce qui est à vous est négociable. Et donc, nous avons des relations de plus en plus transactionnelles et nous avons des rapports de force, on a un durcissement. Et donc, tout le système de gouvernance qui a pu progresser ces dernières années, y compris sur l'océan, même si on n'a peut-être pas suffisamment mis l'accent sur l'océan, ce système de gouvernance, aujourd'hui, il est fragile, il est imparfait, et nous avons dans les trous qu'il subsiste, juridiques, dans les vides géographiques qui persistent, nous avons des acteurs qui aujourd'hui s'embarrassent pas des règles et qui évidemment sont dans des logiques soit de prédation, soit des logiques où la durabilité n'est pas du tout le motif principal de leur action. Et cette durabilité, nous devons bien sûr la garder chevillée au corps dans son triptyque social, économique et environnemental. Mais cette durabilité, elle est très dure aujourd'hui à aller chercher parce qu'un certain nombre d'acteurs dans le monde n'en font pas leur priorité stratégique, malheureusement, et ils n'en font pas leur priorité, j'insiste, précisément parce qu'on n'est plus dans une séquence où la recherche principale, c'est de gérer les interdépendances, de cultiver, du faire ensemble, etc. Ça, c'est malheureux, on est en 2025 et l'Europe doit aussi prendre conscience de ce monde qui a vraiment basculé. Très bien, merci à vous pour cette réponse. On va pouvoir poursuivre avec une deuxième question, notamment à travers ses activités. Le Club Déméter mène des réflexions prospectives sur les enjeux mondiaux et la dynamique intersectorielle. L'un de vos exercices marquants consiste à explorer les futurs possibles des secteurs agricoles et agroalimentaires. Si nous appliquons cette démarche à la filière halieutique, en France comme à l'international, quel serait, selon vous, le scénario extrême et pessimiste que nous devrions absolument éviter ? Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. J'ai publié une géopolitique de la mer en 2022 dans laquelle j'imaginais un scénario où il y aurait une interdiction internationale de la pêche. Et c'est-à-dire qu'on décréterait au nom de la préservation des ressources, au nom de la préservation de l'océan, on décréterait la fin de la pêche, partout dans le monde.
Et dans ce scénario, je décrivais un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qui respectera éventuellement ce type d'accord ou engagement international. Qui va le réguler ? Qui va faire la police ? Est-ce qu'il y aura des gendarmes ? Sachant que sur l'océan, c'est impossible de tout contrôler. On sait que ça reste un des grands Far West contemporains. Vous voyez très bien ce qui se passe sur Terre, vous voyez beaucoup plus difficilement ce qui se passe sur mer ou sous la mer. Donc nous avons des problématiques de ce type. Dans votre question, je crois qu'il y a un point beaucoup moins chrysogène, parce qu'évidemment une interdiction mondiale de la pêche serait difficile géopolitiquement et pas forcément à droite sur les besoins alimentaires du monde. Je crois qu'il y a un stade avant cela dans lequel nous sommes en train d'aller, où nous avons des zones du monde qui ne bougent plus en matière de pêche et de production aquacole versus des zones du monde qui ont mis un turbo monumental. Si nous prenons de manière très schématique, l'Asie aujourd'hui fait 2/3 des captures de pêche dans le monde et 80% de l'aquaculture mondiale. Quand je dis l'Asie, c'est aussi évidemment la baleine chinoise qui est derrière, qui ratisse les mers du monde, qui parfois emploie des prisonniers chinois pour les mettre sur des bateaux. Donc ça veut dire que la mer est aussi encore aujourd'hui un endroit où les violences humaines sont considérables, où les droits humains ne sont pas respectés. Et nous avons pendant ce temps des zones du monde, comme l'Europe, qui a raison, mais souvent raison tout seul, dans une planète unique. On dit toujours qu'il n'y a pas de planète B pour le climat, il n'y a pas de planète B non plus pour la géopolitique ou pour les poissons ou pour les problèmes de sécurité alimentaire. Et donc l'Europe a vraiment freiné sur la pêche et a fait de bonnes choses en termes de durabilité des stocks, de gestion durable des pêches, de préservation de la pêche artisanale, et n'a pas accéléré du tout sur l'aquaculture alors qu'on aurait pu être leader. Je mets à part le cas de la Norvège et éventuellement un peu de l'Écosse. Mais dans l'Union européenne aujourd'hui à 27, nous avons une impuissance grandissante sur l'halieutique et nous avons une impuissance historique sur l'aquacole. Le résultat, c'est que dans les débats du moment où en Europe et en France nous parlons beaucoup de souveraineté alimentaire, moi j'ai eu tendance à souvent mettre sur la table le fait que précisément il y avait une impuissance sur les produits de la mer. Sur le bleu, on n'est pas bon. Il y a un énorme trou dans la raquette. 90% de ce qu'on consomme vient de l'extérieur et notamment hors d'Union européenne. Ça pose des questions de dépendance et ça pose des questions d'inadéquation parfois de nos productions, de nos économies avec les rythmes sociétaux. La réalité, c'est que les Européens, à l'image du monde, consomment de plus en plus de protéines bleues, cherchent de la protéine bleue parfois à travers un produit qui caracole en tête qui s'appelle le saumon. Ce saumon, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est la moitié du poisson consommé en France et 40% à l'échelle de l'Union européenne. Et la réalité, c'est qu'on pourrait produire du saumon dans l'Union européenne. On ne l'a pas fait, on est en retard. Le constat que j'ai, c'est est-ce qu'on veut corriger cela et produire en aquacole du saumon ou produire d'autres choses ? Ou proposer d'autres espèces, ou valoriser d'autres poissons qui ne le sont plus auprès du consommateur. Tous les Français connaissent le saumon, mais je peux vous dire que derrière le saumon, vous cherchez derrière, à part vous, étudiants spécialistes, qui est capable de donner plus de 10 espèces de poissons. Donc la question, c'est est-ce qu'on atténue cette dépendance et on relance sur l'économique, le productif, pour fournir en circuit court ces produits très consommés et qui marchent dans les assiettes, ou au contraire, nous constatons que nous avons une dépendance, que d'autres ont fait, et nous ne privons pas ou nous ne moralisons pas les consommateurs de saumon. Parce qu'on tombe dans des paradoxes aujourd'hui, où si vous mangez du saumon, on va vous dire c'est pas bien, c'est pas produit ici, c'est pas circuit court, mais la réalité, c'est que la même personne qui vous critique va pas forcément être exemplaire en termes de durabilité. Moi, je crois que la durabilité forte, sociale, économique et environnementale, ce sont des faits, des actes au quotidien, tous. Et sur les questions de la mer et des produits de la mer, je trouve qu'on est sur beaucoup de paradoxes aujourd'hui en France, alors qu'on a beaucoup d'atouts. Et un atout qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi nos territoires ultramarins, qu'on regarde souvent quand il y a des catastrophes naturelles ou des manifestations sociales. Les territoires ultramarins, c'est 97% de la superficie souveraine maritime de la France. Les territoires ultramarins, c'est des productions agricoles, mais aussi halieutiques et aquacoles qu'on pourrait aller valoriser. Et il y a un sujet aussi qu'il va falloir regarder sur l'océan, je crois de plus en plus en Europe et en France, c'est le dessalement de l'eau de mer. Je le dis, les annonces ont été faites ce matin au niveau européen. La moitié des sols dans l'Union européenne cet été ont été frappés par une sécheresse sévère. La question de pouvoir irriguer grâce à de l'eau dessalée, qui est une réalité mondiale, va devenir aussi en Europe un vrai sujet. Le dessalement de l'eau de mer, il n'y a pas qu'à Mayotte qu'il faut en faire,
mais c'est aussi parce que Mayotte est en phase avancée des changements climatiques, des transformations géopolitiques et du stress hydrique, qu'il faut aussi regarder les territoires ultramarins, parce que parfois ils vont nous apprendre beaucoup à ce qu'il va falloir faire ici en métropole. Merci. Alors, dernière question. Selon vous, quelle est la place des think tanks dans l'élaboration ou l'influence des politiques publiques liées à la mer, à la pêche, à l'aquaculture et en France comme à l'international? Sur cette question, je vais être bref. Je crois qu'en fait, les centres de réflexion, les lieux de débat, les lieux de rencontre, les lieux de contradictoire, c'est ça en démocratie d'avoir des contradictions, d'avoir des débats, des désaccords, de faire parler des gens qui n'ont pas la même vue, n'ont pas la même expérience, ne font pas les mêmes métiers. À quoi ça sert? Ça sert en fait à savoir poser des diagnostics objectifs, chiffrés, analysés, décortiqués, nuancés, sur des grands enjeux. Nous, ce qu'on fait au Club Déméter, c'est principalement aussi de faire des ponts. On fait des ponts entre l'agricole et l'halieutique, on fait des ponts entre le rural et l'urbain, on fait des ponts entre la mer et la terre, on fait des ponts entre la France, ses différents territoires, l'échelle européenne, l'échelle mondiale, et on fait des ponts entre les consommateurs et les producteurs. Moi, mon obsession de plus en plus dans cette activité d'animation de débat, d'éclairage modeste des chemins dans lesquels nous sommes embarqués, c'est d'interpeller parfois des décideurs économiques ou politiques pour essayer de partager des expériences de terrain, des remontées de professionnels, de croiser des choses, Et moi, je dis toujours, en fait, ce qui est important par les temps qui courent, surtout dans nos démocraties, c'est de faire en sorte que personne ne soit d'accord et pense la même chose tout le temps sur tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. En revanche, le drame et l'enjeu qui se joue, c'est de savoir encore faire dialoguer des gens qui ne se rencontrent plus, qui ne se ressemblent pas, qui ne pensent pas à la même chose, et de faire en sorte que la science ait sa place. Vous savez à quel point aujourd'hui la science est contestée dans un monde de désinformation dominant, que la recherche puisse se développer, que la formation tout au long de la vie soit évidemment le mot commun de n'importe quel salarié. Moi, ça fait 25 ans que je travaille, la plupart de mes diplômes, je les ai eus dans mon quotidien de travail. Et j'ai aucun diplôme par ce quotidien de travail. Donc, on n'a jamais perdu de se former. Et dans les lieux de réflexion, dans les centres d'analyse, dans les think tanks, je crois qu'il y a un point vraiment capital à toujours maintenir, c'est de faire dialoguer des choses importantes. Il faut rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des domaines où on doit être bon. La sécurité alimentaire, on doit être bon. Il y a des domaines comme le climat ou la durabilité, c'est pas l'affaire des jeunes, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire du reste du monde, c'est pas l'affaire pour après 2050. La question d'aller beaucoup plus vite sur la décarbonation, d'aller beaucoup plus fort sur la durabilité dans toutes ces dimensions, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On sait où sont les enjeux, on connaît les problèmes, il y a beaucoup de solutions identifiées. Ça a été dit un peu ce matin dans l'introduction des assises. Je crois que la question aujourd'hui en Europe et en France, c'est est-ce qu'on est capable d'aller vite parfois dans un monde qui accélère, où tout va vite, parfois trop vite même, mais dans ce monde très véloce, c'est vrai que l'Europe et la France ont parfois donné l'impression ces dernières années, non pas de s'endormir, non pas de rien faire, non pas de ne pas avancer, mais en tout cas de progresser moins vite que d'autres. Et donc on a des écarts qui se creusent avec des systèmes, des valeurs, des objectifs qui ne sont pas du tout les nôtres. Je crois qu'on doit être fier de ce qu'on est, croire, avoir des convictions sur ce qu'on doit faire, essayer d'embarquer le plus de monde dans ce chemin, mais aussi apprendre de ce qui se passe ailleurs. Et dans cet apprentissage, parfois il y a du négatif pour ne pas faire comme eux, et parfois il y a du positif parce qu'il y a de l'innovation, il y a des percées, il y a des activités dans le reste du monde qui doivent aussi aujourd'hui nous servir d'expérience et de leçons pour faire en Europe et en France. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps et nous vous retrouverons d'ici quelques minutes.